Le continent des Africains du fond de l'Atlantique, continent sans adresse, où les cales du bateau négrier ont pu broyer durant des siècles les fondements de l'Afrique, les fils aînés du genre humain, rejoint dans une exacte sidération son double en Méditerranée, bleu glacial oublié des clartés. C'est comme un hoquet général, un spasme de nos histoires, sans doute un vomissement. De fait, un vrai recommencement. Non de même, mais des forces réadmises de l'horreur. Je travaille de plus en plus sur un cuivre qui est très très fin et du coup ça se travaille assez facilement avec une pince ou une cisaille et tu peux lui donner la forme que tu veux. J'aime bien même garder certains côtés carrés et puis découper qu'un côté de la plaque par exemple. Ça, j'y vais de plus en plus et j'aime bien, ça donne une autre force à ta gravure aussi. Ou avec une Dremel, j'ai une petite Dremel et du coup je m'amuse des fois à percer avec la Dremel, ça te permet d'attaquer le métal et puis après tu peux glisser une petite scie qui va te permettre de faire des entailles, sortir un peu du cadre et de ce côté très rectangulaire ou carré. Comme j'ai appris de manière assez traditionnelle la gravure, du coup je m'autorise pas encore à faire des expériences. Et c'est vrai que j'ai travaillé avec d'autres graveurs qui viennent dans mon atelier, que je propose un peu en mode comme un atelier autonome. Et il y a une personne notamment qui travaille beaucoup de manière un peu expérimentale, où elle va faire couler de l'acide à certains endroits, où elle va en mettre avec le pinceau, elle va gratter son vernis avec un papier à poncer, enfin des choses vraiment... et ça donne des paysages absolument sublimes. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup appris parce que moi je suis un peu encore dans la retenue ou dans le bien faire, alors qu'en fait on peut faire des choses, sortir un peu de ce que tu as appris pour en faire autre chose. Ça c'est génial. La gravure un peu traditionnelle, elle manque un peu de ça, de surprise, d'accidents, mais qui deviennent des choses hyper belles. Et voilà, et c'est aussi des rencontres avec d'autres graveurs qui fait que tu t'inspires un peu de ces expériences-là, de ce qu'ils font, de nouveautés en fait. Et ça donne des choses intéressantes. Mais c'est vrai que c'est pas facile au début de sortir un peu voilà, la technique au sucre c'est comme ça, la technique à l'aquatinte c'est comme ça, et même on m'a appris au tout début quand j'ai démarré la gravure de pas mélanger certaines techniques. Et en fait on peut tout faire en gravure en réalité. Il n'y a pas une méthode qui fonctionne mieux qu'une autre, et c'est ça qui est hyper chouette quand tu arrives à tout maîtriser et que tu éclates tout ce que tu as appris. Ça donne des choses magnifiques. J'y suis pas encore, mais je tends à ça, d'essayer de développer un peu de nouvelles choses en fait. La prof de gravure, elle était un petit peu folle, et je l'ai souvent vue insulter. À insulter les gens en disant mais ça c'est nul, pourquoi t'as fait ça, et à prendre un grattoir et puis à gratter la plaque. Et pour moi c'était juste inconcevable de faire ça. Certes la critique est hyper constructive et je suis pas contre ça, mais c'est la manière de l'amener c'était hyper violent. D'autant plus que il y en a qui étaient en France depuis pas très longtemps, qui comprenaient pas forcément. Mais regarde, mais qu'est-ce que tu fais là, et apprendre les outils à la place des étudiants. Et là, tu te dis, non mais où est-ce que je suis? Donc, je suis partie de cet atelier et j'en suis bien contente. Ça m'a appris plein de choses. Mais voilà, il y a un côté hyper rigide, hyper strict. Et moi qui enseigne maintenant, qui transmet tout ce que j'ai appris, c'est juste l'opposé de cette méthode hyper stricte. Et justement, j'en viens à dire aux gens maintenant qu'on peut mélanger des choses. Il n'y a pas de règles. Évidemment, c'est bien d'avoir des bases techniques, et évidemment que la gravure, c'est plein d'étapes et que tu peux pas mettre certaines étapes avant d'autres, mais que tu peux t'amuser à sortir de tout ce que... ce côté très technique. Alors après, j'ai été chez un buriniste qui a eu un grand prix de Rome. C'est lui aussi qui a enseigné toutes les eaux fortes, en fait, toutes les techniques d'eau forte, c'est lui qui les a enseignées. Mais lui était vraiment buriniste et spécialisé dans la taille directe, donc j'ai appris après avec lui le burin, la manière noire, tout ce qui est sans acide. Un vieux bonhomme, plein
plein d'humilité, plein de gentillesse et de patience avec les gens. Et c'était vraiment hyper agréable d'apprendre la gravure comme ça. Et puis il m'a fait exposer dans plein d'endroits et rencontrer aussi des graveurs, des vieux graveurs comme les plus contemporains qui vont s'emparer de la gravure de manière un peu plus dynamique et moins classique, on va dire, que les anciens. Et ça, c'est super. Moi, je me rends compte maintenant de tout ce qu'il m'a apporté au niveau de la gravure, au-delà de l'enseignement. Et il nous a permis d'exposer dans des endroits super. Des fois, on n'avait qu'une ou deux gravures, mais déjà, ça nous permettait de montrer notre travail. Et ça, c'est quand même super de voir le regard des autres sur ton travail. C'est quelque chose qui t'apporte beaucoup, en fait. Bon, je trouve. Enfin, au départ, tu fais pas une gravure en te disant je la fais pour qu'elle soit vendue. Tu fais pour toi, en fait. Et Tromelin, du coup, ce projet-là de Tromelin, je l'ai vraiment... Enfin, c'était la première fois aussi que je travaillais d'une manière un peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire. Et je me suis pas dit, tiens, je vais l'exposer pour que ce soit vendu. Je vais l'exposer pour que ce soit vu et qu'on parle de ce récit-là et de cette histoire-là. Mais c'était assez compliqué même de mettre un prix sur ces gravures-là. Je me suis dit, je vais quand même permettre à des gens à qui ça plairait de pouvoir l'acheter, mais c'était vraiment compliqué de se dire, voilà, ça c'est un projet où j'ai passé du temps, où j'ai... Au-delà de la gravure en elle-même, c'est beaucoup de temps de réflexion, où tu écoutes des documentaires, tu te nourris d'autres choses que de gravure. Et du coup, c'était dur de se dire, combien je vais pouvoir vendre est-ce que c'est en fonction de sa taille? Est-ce que c'est en fonction du temps que tu y as passé? Est-ce que c'est en fonction de la nouveauté que toi tu mets dedans? Enfin, c'est assez compliqué en fait. J'ai réussi à le faire, mais c'était un peu nouveau aussi pour moi dans ce sens-là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Tromelin? En fait, c'est une histoire qui s'est passée en 1761. En fait, c'est l'histoire d'un naufrage. Ce sont un navire français qui a embarqué depuis Madagascar des esclaves, donc des malgaches, censés être revendus après sur l'île de France. Et ce navire, en fait, a fait naufrage avec à son bord donc tout l'équipage français et puis 180 malgaches à peu près. Ce navire n'était pas un navire négrier, donc en fait, on a barricadé les Noirs à l'intérieur de ce navire pour pas qu'ils puissent s'enfuir et se rebeller. Donc, au moment du naufrage sur l'île de Sable, la moitié de ces malgaches, de ces esclaves, est mort noyée. Et en fait, ils ont pu se libérer seulement parce que le bateau s'est cassé en deux et que ça a libéré l'endroit où ils étaient enfermés. Et en fait, ils se sont échoués sur un caillou, sur une île déserte qui fait à peu près 1 km², où il n'y a rien. Elle est balayée par les vents. Il y a des cyclones aussi qui balayent plusieurs fois par an l'île et qui balayent tout sur son passage. Et donc, ils se sont retrouvés prisonniers de cette île. Ils ont survécu, les Français comme les Malgaches, en creusant un puits et en buvant cette eau, une eau saumâtre, et en tuant les animaux qu'il y avait à disposition, donc des oiseaux et puis des tortues, et très peu de poissons parce que c'était très dangereux en fait aux abords de l'île. Ils ont reconstruit un nouveau navire avec le débris de celui qui était échoué à côté de l'île. Quasiment tous les Malgaches se sont mis à fabriquer ce navire, et au moment de partir, on leur a dit qu'ils ne pouvaient pas partir avec les Français, qu'en gros, il n'y avait pas assez de place et que les 160 marins allaient repartir, les Blancs, et qu'eux allaient rester là, mais quand même, le second capitaine leur a laissé une lettre et des vivres pour 3 mois, en leur promettant de venir les chercher. Et effectivement, on voit qu'il a toujours essayé de venir les récupérer. Il a fait des demandes pour qu'on aille les récupérer, et en fait, on les a abandonnés. Et ils sont restés pendant 15 ans sur cette île, livrés à eux-mêmes. Alors, il y a eu plusieurs tentatives de sauvetage, mais qui n'ont pas abouti. Et au bout de 15 ans, celle-ci a abouti et est restée sur cette île 8 femmes. 7 femmes et un bébé. Et ils ont été sauvés et ramenés, non pas à Madagascar, parce qu'elles ne voulaient pas, ces femmes-là, mais elles ont été ramenées sur l'île de France, je crois. Et elles ont pu être sauvées comme ça. Donc elles ont survécu parce qu'elles ont pu entretenir un feu,
rester sur l'île aussi, se dire que si elles prenaient la mer comme tous les autres, il y avait de fortes chances pour qu'elles survivent pas. Leur quotidien, leur vie désormais, c'était ça, c'était survivre sur ce caillou. En fait, moi, ce qui m'a touchée, parce que j'ai été touchée avant de faire ce travail de gravure, avant de m'inspirer de ce fait, de cette histoire-là, j'ai vu une exposition très très belle qui retrace en fait les fouilles archéologiques qui ont été faites sur place. En fait, il y avait une encre marine, c'est l'encre marine de ce naufrage qui dépassait, et c'est comme ça que les gens qui étaient sur l'île, c'est une station météorologique qui est implantée là-bas, et en fait, ils ont vu cette encre qui dépassait, et ils se sont dit, c'est bizarre, il doit y avoir quelque chose de très ancien qui se sont passés, parce qu'elle a l'air très rouillée, très ancienne. Et donc, ils ont contacté des archéologues. Et donc, il y a des fouilles qui ont été faites. Il y a 4 campagnes de fouilles. L'expo qui a été faite sur l'île Tromelin, sur cette histoire, elle retrace toutes ces différentes campagnes de fouilles archéologiques. J'ai vu cette exposition. Au départ, je ne pensais pas m'en emparer, en faire quelque chose en gravure, mais c'est vraiment... ça m'a bouleversée. Je ne saurais pas expliquer vraiment pourquoi, mais je trouvais ça tellement injuste d'avoir oublié ces gens-là. Alors déjà, on les vole, on les vend pour être esclaves. Ensuite, il y a un naufrage et ensuite, on les oublie pendant 15 ans sur ce trou-là. Et ils arrivent quand même à survivre et à faire quelque chose de cette vie et de ce naufrage et de cette tragédie, parce que c'est ça, la plupart n'avaient jamais vu la mer, enfin. Et il y a quand même la vie qui survient. C'est tout un monde de contrastes, en fait. Tromelin, c'est à la vie, la mort, tout un monde qui est en contradiction permanente. Et quand même la vie qui réussit à continuer, quoi, malgré tout. Et ça m'a profondément émue et touchée. Et en fait, après, j'écoutais beaucoup d'émissions sur les migrants aussi. Notamment Les Pieds sur Terre, qui parlaient beaucoup de ça, de gens qui essaient aussi de sauver... que ce soit avec l'Aquarius ou des gens qui ont mis toutes leurs économies dans un hélicoptère, l'achat d'un hélicoptère pour pouvoir apprécier les mers et donner l'alerte quand ils voient des migrants qui sont en détresse. J'ai commencé aussi beaucoup à lire les comptes rendus de fouilles archéologiques des différentes missions sur Tromelin, plus tout ce récit de documentaires et de livres autour des migrants. Je trouvais qu'il y avait un parallèle entre les deux qui était certain, et entre l'oubli l'oubli qu'on peut faire aujourd'hui je ne sais pas si c'est l'oubli, parce qu'on en parle évidemment énormément de cette tragédie des migrants qui meurent en mer. Et Tromelin, l'oubli aussi de ces gens, tout ça parce qu'ils étaient noirs. Et, en gros, leur vie ne valait rien du tout pour certains. Ça m'a touchée et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire, moi, de ça ? D'habitude, je ne travaille pas du tout sur des sujets comme ça. Je suis plutôt touchée par la nature, l'architecture, les bateaux, mais plus pour leur côté très graphique, ou les contrastes qu'on peut en ressortir après en gravure, les noirs, les blancs. Mais là, j'avais envie de faire autre chose, un peu de tout ça, en fait, de tout ce qui me nourrissait, pas en tant que graveur, mais en tant que citoyenne, enfin... Et du coup, j'ai eu envie vraiment de faire un travail de gravure, et donc j'ai essayé de réinventer un peu la manière dont je travaillais jusqu'à présent. Et donc ça fait presque 1 an maintenant que je travaille sur ce thème-là. Et c'est quelque chose qui me nourrit toujours. Je lis encore beaucoup sur Tromelin et sur les migrants. C'est quelque chose qui me travaille encore maintenant. Tromelin, à la base, c'est l'île de sable. C'est comme ça que se nomme l'endroit où les naufragés se sont échoués. Et c'est devenu après l'île Tromelin parce que c'est le nom du navigateur qui est venu les secourir 15 ans après. Donc elle a pris le nom de l'île Tromelin et plus île de sable. Et quand on parle de Tromelin, l'île des esclaves oubliés, ça raconte tout de suite une part de l'esclavage, de l'oubli de ces personnes-là sur cette île, et d'une manière plus globale de toutes ces tragédies qu'il y a pu y avoir. C'est d'autant plus rageant. L'Aquarius, on entend effectivement souvent parler, puisqu'il y avait plusieurs centaines de personnes à l'agonie et aucun pays ne voulait accueillir l'Aquarius.
Mais on entretient la misère là-bas ou les guerres. Et ouais, on est responsable de leur vie quelque part et du fait qu'on les a abandonnés et que c'est aussi pour ça que ça m'a touchée. Au-delà de l'esclavage et de cette histoire-là, c'est quoi notre humanité? Qu'est-ce qui fait notre humanité en fait? Je trouve que ça résonne encore plus en ce moment. C'est pour ça que j'ai travaillé sur des cartes anciennes, une zone qui se situe entre la Sicile et puis l'île de Lampedusa. Donc pour moi, c'est très lié toutes ces deux histoires en fait. De prime abord, on se dit, non, c'est 1761, c'était des esclaves. Mais il y a toujours cette suprématie un peu de l'homme blanc qui tient la vérité ou l'homme occidental. Et puis les autres, les invisibles quelque part. Ceux qu'on voit pas, ceux qu'on n'entend pas, ceux qui disent rien, et qui sont les premières victimes en fait de la bêtise. Ça dit beaucoup ça, que ce soit les migrants actuellement ou Tromelin. Voilà, de quel droit, toi, tu dis que ta vie, elle vaut mieux que celle d'un autre et que tu te donnes le droit de ne pas les secourir en quelque sorte, en fait. Pour moi, c'est la même chose. Et en fait, tous ces récits-là, je pense que ça m'a nourri aussi, ça m'a amené à... Alors après, c'est pas forcément politique ce que je fais, c'est pas forcément... Je montre pas de migrants dans un canot, et puis j'ai pas vocation non plus à faire ça, mais en tous les cas, ouais, c'est quelque chose qui m'anime en ce moment, qui me touche. En fait, j'ai contacté le chef des missions archéologiques, qui a fait toutes les campagnes de fouilles là-bas, à Tromelin. Je lui ai envoyé un message de manière assez simple en lui disant que j'étais graveur et que je travaillais sur ce thème et que j'avais beaucoup lu de choses sur lui, sur tous ses comptes rendus de fouilles. Et il m'a gentiment répondu tout de suite en me disant qu'il avait lui-même fait de la gravure quand il était plus jeune, donc c'était plutôt chouette d'avoir ce retour-là. Et il me dit dans son message qu'il y a beaucoup d'artistes qui se sont emparés de ce thème-là, en fait. Un chorégraphe qui travaille sur l'isolement. Il y a une psychologue aussi qui s'est emparée de ça et qui a fait un livre sur le traumatisme du naufrage et le traumatisme créateur. Enfin voilà, il me parle de plusieurs artistes, savoir que ça fait partie d'une démarche plus globale et qu'il y a d'autres personnes qui se sont emparées de ce thème-là, c'est déjà lui montrer à lui, ce serait quand même super. Quand j'ai lu son email, j'étais toute excitée, j'étais contente. C'est un vieux bonhomme, enfin c'est un vieux bonhomme, je dis ça. En fait, il a sillonné à peu près toutes les mers du monde et il a exploré à peu près tous les naufrages, et notamment où il y a eu des bateaux négriers, en fait, qui sont échoués. Donc, ouais, c'est un sacré bonhomme, en fait. Et du coup, je m'étais dit, j'essaierai de le contacter un jour. Puis, je me suis lancée et j'étais hyper contente qu'il me réponde et qu'il m'envoie ses gravures de quand il était jeune. C'est drôle, quand même. Et puis peut-être, tu vois, lui, modestement, lui offrir une gravure. Enfin, je sais pas, tu vois que moi, je suis jamais allée sur place. Donc, je me base que d'après des récits ou des photos de lui ou de son équipe. Ce serait aussi, quelque part, lui rendre hommage. Parce que je me sers que de choses que j'ai jamais vues, finalement. Que ce soit les esclaves sur Tromelin ou ces gens-là qui meurent en Méditerranée, c'est juste dire, voilà, ça existe. Et ils sont là. Je vais pas bafouiller. C'est un livre que je lisais en même temps que je travaillais sur ce projet de Tromelin. C'est romancé, mais c'est tiré d'une histoire vraie. C'est un opticien qui vit à Lampedusa. Et en fait, ils entendent des cris qui pensent être des cris de mouettes. Et en fait, ils racontent, c'est un naufrage. Je vais essayer de le lire. Et le nom de leur bateau, c'est le Galata. Le nom
du bateau où il navigue. Il force ses yeux et son cerveau à reconnaître et interpréter ses formes. Le Galata s'approche, tel un petit navire sautillant sur la houle. Ils sont à 30 mètres. La clameur s'intensifie. L'opticien observe. Une des formes noires s'allonge, sort en partie de l'eau, puis retombe comme recroquevillée. Voilà qu'elle disparaît, laissant derrière elle cette écume blanche. Mon Dieu, non, je vous en supplie, pas ça. Des gens, crie Giulia, ce sont des gens dans l'eau. Je vais peut-être le relire. Il force ses yeux et son cerveau à reconnaître et interpréter ses formes. Le Galata s'approche, tel un petit navire sautillant sur la houle. Ils sont à 30 mètres. La clameur s'intensifie. L'opticien observe. Une des formes noires s'allonge, sort en partie de l'eau puis retombe comme recroquevillée. Voilà qu'elle disparaît, laissant derrière elle cette écume blanche. Mon Dieu, non, je vous en supplie, pas ça. Des gens, crie Giulia, ce sont des gens dans l'eau. Du toit de la cabine, l'opticien sent sa vision vaciller, ses formes noires, ses corps éparpillés sur la surface transparente comme un macabre jeu de quilles, ses bras, ses jambes s'agitant par à-coups, ces êtres luttant de toute leur force pour rejoindre le Galata. Entre chaque vague, une nouvelle tête apparaît. La mer en est couverte. L'océan résonne. De hurlements primitifs surgit des profondeurs, entre gargouillis et déchirements. Soudain, l'opticien reconnaît la musique des mourants. Au sommet de ce cœur tragique, il distingue chaque voix, entend chaque être. Chacun supplie qu'on lui vienne en aide. L'opticien déglutit. Comment faire? Comment les sauver tous? Lentement, il tend son bras. Des mains montent vers le ciel, se referment dans le vide. Appel en vain. Il voit des yeux jaunis écarquillés, remplis d'un furieux espoir. Du sommet de la cabine, il jette un regard vers ses amis. 8, ils sont 8. Eux, ils sont des vingtaines, peut-être des centaines. Ils n'ont qu'une bouée. Avant même de sauter sur le pont, l'opticien sait qu'il lui faudra choisir entre ceux qui pourront vivre et ceux qui devront mourir. Je vois ce pays naître imaginaire qu'à force de souffrance, et qu'au contraire, très réel, il est souffrance d'avant la joie. Écume, à peine là, qui s'effarouche et meurt. Comme on voit, sur les graviers, émerveillés de salaison, un peuple marche dans l'orage de son nom, et des lucioles l'accompagnent. Encore et inconnu, en qui la nuit épouse son aurore. Il n'est joie que sereine auprès des sables morts, il n'est miroir que de vos corps, où la vague du temps dénude sa saison. Celui qui va, nouant l'écume sa parole et s'ébat au miroir du sable, il meurt pourtant. L'écume ne connaît ni la douleur ni le temps.